Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire de la fin du 19e siècle. Alors installez-vous confortablement pendant que nous partons aux États-Unis. Helen Potts est née dans le New Jersey en 1871. Elle venait d'une famille de classe moyenne et était l'aînée de 2 enfants. Au moment de sa naissance, les États-Unis connaissaient un essor économique. Les années qui ont suivi la fin de la guerre de sécession ont vu la construction de nombreuses usines, et les gens ont commencé à quitter les villages et les petites villes rurales pour s'installer dans des zones plus grandes et urbaines. L'expansion des chemins de fer a rendu accessibles de nombreuses régions autrefois isolées. La croissance industrielle a changé la société américaine et fait émerger une nouvelle classe d'industriels riches. Le nombre de familles de classe moyenne a augmenté. L'immigration a également continué et il y avait plus d'opportunités pour les jeunes. C'était une période passionnante pour le pays et en 1889, lorsque Helen était une jeune femme, les États-Unis étaient devenus l'économie la plus productive du monde, leur industrie produisant 2 fois plus que leur concurrent le plus proche, qui était à l'époque la Grande-Bretagne. À 18 ans, Helen a rencontré un jeune homme nommé Carlyle Harris. Il avait 2 ans de plus qu'elle, étant né en septembre 1869. Originaire de Glen Wells, comté de Warren, New York, son père acheta à l'été 1889 une maison en bord de mer à Ocean Grove, New Jersey. Comme Helen, Carlyle était l'un des 2 enfants et venait d'une famille respectable. Cependant, son père n'avait pas pu offrir à ses enfants une éducation aussi privilégiée qu'Helen. Elle était choyée par ses parents et particulièrement gâtée par sa mère, tandis que Carlyle avait travaillé dès son plus jeune âge pour aider ses parents, même s'il avait toujours continué à étudier. Lorsqu'il rencontra mademoiselle Helen Potts, il venait de finir sa première année au Collège des médecins et chirurgiens de New York, prestigieuse institution où il étudiait la médecine. Ils commencèrent bientôt à passer beaucoup de temps ensemble et semblaient beaucoup s'apprécier. Mademoiselle Potts se présentait comme douce et innocente et comme quelqu'un qui possédait toutes les vertus et les bonnes manières associées aux jeunes femmes de la fin du XIXe siècle. Auparavant, elle avait été fiancée à un jeune homme nommé Monsieur Harry Brown. Les fiançailles n'ont pas duré très longtemps. La mère d'Hélène affirmait que sa fille s'était lassée du jeune homme et avait mis fin à la relation. La famille de Monsieur Brown déclara plus tard que c'était lui qui avait rompu les fiançailles. À la fin de l'été, Carlyle reprit l'université tout en continuant à voir Helen. Il retournait souvent à Ocean Grove pour la voir. La mère d'Helen, Madame Cynthia Potts, était toujours ravie de voir le jeune homme intelligent qui étudiait pour devenir médecin. Mais au bout d'un moment, elle commença à s'inquiéter. Auparavant, elle pensait que sa fille était trop jeune pour être fiancée, et à mesure que les visites de Monsieur Carlyle Harris se poursuivaient elle pouvait voir qu'Helen était très attirée par lui. Quand Helen a annoncé à sa mère son désir de se fiancer une seconde fois, Madame Potts lui a conseillé d'attendre. Cependant, le couple a continué à se voir dès qu'il le pouvait. Carlyle a demandé à Helen si elle souhaitait visiter la bourse accompagnée du jeune frère de Carlyle, Monsieur Macready Harris. Bien que Madame Cynthia Potts n'était pas favorable à ce que sa fille passe du temps seule avec un jeune homme, puisqu'il serait accompagné par Monsieur Macready Harris. Elle a accepté qu'Helen y aille. Le 8 février 1890, Helen prit le train pour New York. Helen n'avait aucune intention de visiter la bourse, et Carlyle n'avait même pas dit à son frère qu'Helen venait lui rendre visite. Peu après leur arrivée, le couple se rendit à l'hôtel de ville pour se marier. Mademoiselle Helen Potts était désormais Madame Helen Harris. Étrangement, lorsqu'ils ont donné leurs informations à l'échevin, ils n'ont pas utilisé leur vrai nom. Carlyle s'est inscrit sous le nom de Charles Harris, tandis que Helen a utilisé le nom de Mademoiselle Helen Nielsen, Nielsen étant son 2e prénom. Ils ont aussi choisi de garder leur mariage secret. Carlyle était très désireux d'améliorer sa situation, mais ses études de médecine lui prenaient la majeure partie de son temps. À l'été 1890, Carlyle a emprunté $600 à sa grand-mère pour ouvrir un café à Asbury Park. Il pensait pouvoir gagner beaucoup d'argent et a dit à Helen que s'ils y parvenaient, ils pourraient révéler à tous leur mariage secret de février. Son café a rencontré le succès et attiré l'attention du Club Neptune, entreprise locale fondée en 1889. Les propriétaires ont accepté de prendre le 2e étage du bâtiment où se trouvait le café. Ils ont dit à Carlyle qu'ils lui paieraient un bon loyer et garantiraient que son café, situé au 1er étage, augmenterait ses recettes de $100 par mois.
Bien sûr, Carlyle a accepté. Il était déterminé à gagner cet argent et à officialiser son mariage avec Hélène. Du moins, c'est ce qu'il lui disait, car depuis qu'il s'était marié le 8 février, il rendait visite à Hélène bien moins souvent qu'avant. Bien que la mère d'Hélène ignorât que sa fille avait épousé M. Carlyle Harris, elle remarquait combien Hélène était troublée chaque fois que le jeune homme lui promettait une visite avant d'annuler par un mot. Mais l'occupation de Carlyle dans son café n'expliquait pas toute la détresse d'Hélène, car en juin 1890, elle avait découvert sa grossesse. Carlyle, lui ayant interdit de révéler leur mariage secret, Hélène en parla tout de même à son amie, mademoiselle May Schofield. Elle lui parla aussi de sa grossesse. Une interruption de grossesse était illégale dans pratiquement tout le pays à l'époque, bien que certains États l'autorisent, si elle était jugée nécessaire pour sauver la vie de la mère. Cependant, il y avait beaucoup de stigmatisation autour de toute personne soupçonnée d'avoir eu une interruption illégale, et les établissements qui les pratiquaient étaient généralement des cliniques clandestines, où l'intervention était souvent réalisée par des médecins non qualifiés. Bien qu'Hélène fût mariée, son mariage avec Carlyle Harris avait été gardé secret, et son mari la persuada qu'il serait préférable qu'elle interrompe la grossesse, une opération qu'il effectuerait lui-même. Mais ce n'était pas quelque chose avec lequel il était familier. Néanmoins, il entreprit la procédure et, bien qu'il ait tué le fœtus, il négligea de le retirer. Au cours des jours suivants, Hélène commença à se sentir extrêmement mal. Lorsqu'elle s'est rendue compte que son état ne faisait qu'empirer, elle s'est confiée à son oncle, un homme nommé Dr Treverton, qui vivait dans la ville de Scranton, en Pennsylvanie. Très inquiet pour la santé de sa nièce, il a effectué une seconde opération pour retirer le fœtus. Le docteur Treverton l'a gardé sous sa surveillance pendant 1 mois et, durant cette période, il était resté en contact permanent avec la mère d'Hélène, Madame Cynthia Potts. Il a aussi demandé que Carlyle Harris vienne aider Hélène. Carlyle a rendu visite à sa femme à Scranton et, durant son séjour, il est allé à la taverne où il a discuté avec Olivier, le garçon d'écurie du docteur Treverton. Carlyle lui a raconté comment il était capable de séduire n'importe quelle jeune femme qu'il désirait. Il disait qu'il les sortait, leur offrait de l'alcool, et si cela échouait, il proposait le mariage. Si elles refusaient toujours d'abandonner leurs vertus, il les épousait alors. Il se vantait qu'Hélène n'avait pas été la première jeune femme qu'il avait épousée. En l'apprenant, le docteur Treverton fut furieux. Il ne pouvait pas croire qu'un jeune homme qui étudiait pour devenir médecin puisse agir d'une manière aussi scandaleuse. Il informa Madame Potts de la santé de sa fille et de son mariage secret avec Monsieur Carlyle Harris. Il envisagea également d'informer le Collège des médecins et chirurgiens de New York du comportement scandaleux de l'un de leurs étudiants. Mais sachant que cela pourrait entraîner la révélation de la relation et exposer la famille Potts au ridicule et au scandale, il choisit de ne pas poursuivre cette affaire. Cependant, les problèmes de Carlyle se sont aggravés lorsque sa décision de louer le premier étage du bâtiment qu'il utilisait pour son café au Club Neptune s'est révélée désastreuse. Le club avait commencé à vendre de l'alcool dans les locaux, ce qui était illégal à cet endroit précis, et cela a entraîné son arrestation. Il a passé la nuit au commissariat avant que sa grand-mère ne paie sa caution, puis il devait encore s'expliquer à la mère d'Hélène. Madame Potts, déçue par Monsieur Harris et sa fille, était surtout inquiète pour la santé d'Hélène. Elle a confronté Monsieur Harris et lui a dit qu'à son avis, le couple devrait se marier à l'église immédiatement afin de mettre fin au secret entourant leur relation. Mais Monsieur Harris lui a dit d'attendre la fin de ses études. Il a finalement été décidé que le couple se marierait le 8 février 1891, 1 an après leur mariage à New York. Madame Potts n'avait pas imaginé le mariage de sa fille ainsi, mais voulait éviter un scandale qui aurait couvert sa famille de honte. Carlyle a proposé qu'Hélène aille en école de perfectionnement. Elle serait ainsi éloignée d'Ocean Grove et protégée des questions des voisins curieux. Cela lui serait également bénéfique car elle apprendrait les bonnes manières et l'étiquette. Pour préparer son entrée dans la société, Madame Potts organisa l'arrivée d'Hélène à l'école de perfectionnement de Mademoiselle Comstock à New York. Hélène est devenue une élève populaire à l'école. Elle était un peu plus âgée que la plupart des filles, mais tous la trouvaient gentille et courtoise. Elle n'était toujours pas en bonne santé. Non seulement elle souffrait des effets physiques et psychologiques de son épreuve, mais elle se plaignait aussi de maux de tête et avait du mal à dormir.
Afin d'essayer de résoudre ses problèmes, elle a demandé à Carlyle s'il pouvait lui prescrire quelque chose pour l'aider à dormir. Il a accepté et préparé un mélange de 25 grains de sulfite de quinine et un grain de sulfite de morphine. Il a ensuite demandé à un pharmacien de l'école de médecine de mettre le mélange dans 6 gélules. Cela signifiait que chaque gélule ne contiendrait qu'un 1/6 de grain de morphine. Il montra les gélules à Hélène et lui en donna 4, gardant les 2 autres sur lui. Elle devait en prendre une chaque soir avant de dormir. Hélène passa le samedi 31 janvier 1891 avec sa mère. Elles discutèrent du mariage qui aurait lieu la semaine suivante et Madame Potts lui dit de se reposer. Toujours inquiète pour la santé de sa fille, Hélène tomba malade cette nuit-là. Ses colocataires revenaient d'un concert quand elles ont entendu Hélène faire des bruits étranges. Elle leur a parlé de ses rêves étranges. Les autres filles lui ont conseillé de se recoucher, disant qu'elle avait besoin de repos, mais Hélène avait peur. Elle a dit que si elle s'endormait, elle pourrait ne jamais se réveiller. Les filles salées sont allées prévenir la directrice, qui a remarqué quelque chose d'étrange chez Mademoiselle Helen Potts. Elle avait du mal à respirer et son teint était devenu franchement pâle. La directrice a immédiatement fait venir le médecin, un certain Dr Fowler. Il est arrivé avec un assistant nommé Dr Banner. Ensemble, ils ont examiné Hélène, dont l'état s'était alors aggravé. Un troisième médecin, nommé Dr Kerr, a été appelé, mais malgré les efforts des 3 médecins, à 11h du matin, le dimanche 1er février, Mademoiselle Helen Potts est décédée. Les médecins ont discuté d'une cause possible du décès, et le Dr Fowler a déclaré qu'il pensait que la jeune femme était morte à cause d'une absorption excessive de morphine. Il a regardé autour du lit pour voir s'il pouvait trouver quelque chose qui pourrait contenir de la morphine. Il a fouillé dans les tiroirs et sur les étagères avant de tomber sur une boîte portant une étiquette sur laquelle était écrit « Une avant de se coucher » et signé « Dr C2EH Students ». Fowler a demandé qui c'était. Les colocataires d'Hélène ont répondu qu'il s'agissait d'un jeune homme venu plusieurs fois voir Hélène, nommé M. Carlyle W. Harris, étudiant en médecine au New York College of Physicians and Surgeons. Le docteur Fowler lui a alors demandé de venir sans attendre à l'école de perfectionnement de Mademoiselle Comstock. Carlyle arriva bientôt à l'école sur West 14th Street. Il fut escorté à l'étage où il vit sa jeune épouse allongée, morte. Il demanda d'abord au docteur Fowler s'il pouvait être tenu responsable de la mort. Il continua ensuite en lui racontant comment Hélène souffrait de maux de tête et d'insomnie et qu'il avait demandé à un pharmacien de préparer des gélules contenant 25 grains de sulfate de quinine et un 1/6 de grain de morphine. Il donna au docteur Fowler les 2 gélules qu'il avait. La mère d'Hélène, Madame Cynthia Potts, fut informée du décès de sa fille et se rendit à New York. Le coroner demanda l'autorisation de pratiquer une autopsie, mais Madame Potts refusa cette demande. Elle lui expliqua que sa fille avait toujours souffert d'une faiblesse cardiaque et qu'elle souhaitait ramener le corps chez elle afin qu'il soit préparé pour l'enterrement. Le docteur Fowler envoya les 2 capsules restantes pour analyse et toutes 2 contenaient exactement la quantité de morphine que Carlyle Harris avait indiquée, ce qui n'était pas suffisant pour provoquer la mort d'un patient. Pourtant, la mort de la jeune mademoiselle Helen Potts semblait très étrange. Les journaux avaient évoqué l'incident à l'école de Mademoiselle Comstock et, avec le temps, certains doutaient qu'il s'agisse seulement d'une jeune femme morte d'un cœur faible. Ils se demandaient enfin si quelque chose de plus grave était arrivé. Des gros titres déclarés « Était-ce un meurtre ?» sont apparus dans la presse et le 21 mars, un journal a publié un article détaillant le mariage secret entre Helen Potts et Carlyle Harris. 2 jours plus tard, pour stopper les spéculations, le corps de Mademoiselle Helen Potts a été exhumé et une autopsie a révélé de fortes doses de morphine dans son estomac. Carlyle Harris a alors été arrêté et inculpé de meurtre. Son procès commença l'année suivante, le 19 janvier 1892, et Carlyle plaida non coupable. Il était représenté par l'éminent avocat M. William Howe et l'accusation était menée par l'assistant du procureur de district, M. Charles Sims Jr. Le public semblait très excité par l'affaire. Et les journaux remplissaient leurs pages des événements qui se déroulaient au tribunal. Des rumeurs avaient déjà commencé à circuler parmi le public new-yorkais, selon lesquelles l'accusé était un coureur de jupons qui s'était marié au moins 3 fois. Et à chaque fois avec une jeune femme très respectable qui avait dit à M. Carlyle Harris qu'elle ne serait pas seule avec lui avant le mariage.
Il était désormais considéré comme un personnage très sournois et dangereux, mais l'accusation a raconté au tribunal l'histoire douteuse de l'accusé avec de jeunes femmes. Ils ont également avancé que, parmi les 6 gélules qu'il avait préparées chez le pharmacien de la faculté de médecine, il en avait ajouté une contenant jusqu'à 5 grains de morphine. Il a ensuite donné à Hélène 4 des gélules, sachant que dans les jours suivants, l'une des gélules qu'elle ingérerait s'avérerait fatale. L'accusation pensait qu'il avait espéré qu'Hélène prendrait la gélule contenant la dose mortelle lors de l'un des 2 premiers jours, car si les gélules restantes s'en étaient retrouvées, cela prouverait qu'elle ne contenait qu'un 1/6 de grain de morphine, et qu'en réalité il ne lui avait donné rien d'autre qu'un médicament pour l'aider avec ses maux de tête et son insomnie. L'accusation pensait que c'était pour cette raison que Carlyle avait gardé 2 gélules sur lui. L'accusation a précisé que, quelques jours avant de donner les gélules à Mademoiselle Potts, l'accusé avait assisté à une conférence au collège sur la morphine et ses effets. Suite à cela, les étudiants ont eu un accès non surveillé aux médicaments à partir d'une grande bouteille de morphine qui leur avait été montrée. Si Carlyle avait effectivement obtenu la morphine à partir de la bouteille, personne ne l'aurait su et il lui aurait été très facile de le faire. Le docteur Alan Hamilton et le professeur Rudolf Ritz, qui avaient pratiqué l'autopsie, ont été présentés comme témoins. Tous deux ont affirmé que l'autopsie révélait clairement que la jeune femme était morte après avoir ingéré beaucoup de morphine. Carlyle n'a pas témoigné pour sa propre défense. Cela a beaucoup surpris les journalistes qui couvraient l'affaire et a beaucoup déçu le public, qui était impatient de lire la version des faits du jeune homme ayant conduit à la mort de sa femme secrète. Le procès s'est terminé le 2 février 1892 et le jury n'a délibéré qu'1h20 avant de rendre un verdict de culpabilité. Le juge a alors condamné l'accusé, M. Carlyle Harris, à mort. La défense a fait appel, mais le verdict a été confirmé. Ils ont ensuite déposé des affidavits affirmant détenir de nouvelles preuves dans l'affaire. Mais cela a également été rejeté. Une demande a ensuite été faite au gouverneur de New York pour commuer la peine. Mais après un examen attentif, le gouverneur a également rejeté la demande. Carlyle Harris a toujours clamé son innocence. Il affirmait que sa femme avait pris de la morphine de son propre gré et qu'elle en avait malheureusement pris trop, ce qui avait conduit à sa mort. Il affirmait avoir été reconnu coupable par la calomnie et les insinuations dans les colonnes de la presse plutôt que par des témoins devant les tribunaux. Le 8 mai 1893, il a été envoyé sur la chaise électrique à la prison de Sing. Sa mère n'a jamais cru que son fils était coupable, et sur sa tombe, il est écrit « Assassiné par 12 hommes ». Si seulement le jury avait su... Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous pour le prochain Briefcase.